La communauté isolée de Cedar Hollow, nichée au cœur des Ozarks du Missouri, cachait un secret qui ferait douter même les pionniers les plus endurcis de tout ce qu'ils croyaient savoir sur la nature humaine. Entre mars et septembre 1834, une mère respectée nommée Prudence Hoffman perdit ses 3 enfants dans ce que le magistrat local enregistra comme des accidents malheureux. Mais ce que les archives officielles ne révèlent pas est bien plus troublant. À l'arrivée de l'automne, 3 autres habitants de Cedar Hollow seraient morts, et Prudence Hoffman se retrouverait accusée de meurtre, qui auraient pu être des actes de justice désespérés. La vérité sur ce qui s'est réellement passé pendant ces mois ensanglantés a été enterrée dans les archives du comté pendant près de 2 siècles, cachée sous des couches de honte et de conspiration atteignant les plus hautes sphères du gouvernement territorial du Missouri. Les témoignages survivants parlent d'une femme poussée au-delà des frontières de la raison et de la loi. Pourtant, ils laissent aussi entrevoir des vérités plus sombres concernant les familles respectables qui contrôlaient le destin de Cedar Hollow. Avant de poursuivre l'histoire de Prudence Hoffman et de l'horreur qui a consumé Cedar Hollow, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de nous faire savoir dans les commentaires de quel état vous nous écoutez, car ce récit de fureur maternelle et de corruption cachée vous fera vous interroger sur le fait que la justice et la folie peuvent parfois être une seule et même chose. Ce que les témoignages survivants révèlent sur cet automne de 1834 remet en question tout ce que les habitants de Cedar Hollow pensaient savoir sur la femme tranquille qui vivait aux limites de leur communauté et sur les voisins respectés qui partagèrent leur vie depuis plus d'une décennie. Cedar Hollow était comme une plaie oubliée dans les Ozarks du Missouri. Un hameau de à peine 40 familles, taillé dans la nature impitoyable qui s'étendait à perte de vue. L'année 1834 trouva le Missouri encore rugueux, un endroit où la loi territoriale signifiait peu et où la justice communautaire était primordiale. Ici, parmi les falaises de calcaire et les forêts d'oaks denses qui se levaient comme des sentinelles anciennes au-dessus des vallées étroites, des familles comme les Hoffman avaient créé des vies qui dépendaient entièrement de la confiance et de la coopération mutuelle pour la survie. Le hameau lui-même était un témoignage de la détermination et de l'ingéniosité des pionniers. Un groupe de cabanes en rondins et de maisons en bois entourant la maison de réunion centrale, qui servait à la fois d'église et d'école, selon le jour de la semaine. Le clocher du bâtiment était visible de chaque coin de la vallée. Sa cloche en bronze servait de voix à la communauté lors de célébrations, de deuil ou d'urgence. Des chemins de gravier reliaient les habitations dispersées, serpentant entre les jardins où les familles cultivaient les légumes qui les soutiendraient pendant les hivers rigoureux du Missouri, et passant devant de petites granges où le bétail et les porcs fournissaient la viande et les produits laitiers qui faisaient la différence entre le confort et la famine. Prudence Hoffman était arrivée à Cedar Hollow 7 ans plus tôt avec son mari Samuel, un homme calme qui travaillait les petites mines de minerais de fer disséminées dans la région et fournissait l'une des rares sources de monnaie dure dans l'économie largement basée sur le troc du hameau. Elle avait 26 ans à l'époque, avec des cheveux sombres qu'elle portait en simples tresses, une coiffure appréciée des femmes pionnières et des yeux que les voisins décrivirent plus tard comme renfermant des profondeurs que l'on ne pouvait qu'imaginer. Ses mains portaient les callosités et les cicatrices de quelqu'un habitué au travail acharné, mais elle se tenait avec une dignité qui suggérait une éducation et un raffinement au-delà de ce que possédaient la plupart des femmes pionnières. Samuel était mort de la fièvre pulmonaire en hiver 1831, laissant Prudence élever seuls leurs 3 garçons dans une communauté où la survie d'une femme dépendait souvent de la charité et de la protection de ses voisins. Les garçons étaient sa fierté et son ancrage d'espoir. Thomas, âgé de 12 ans, qui avait hérité du tempérament calme de son père et de son attention minutieuse aux détails. Benjamin, 9 ans, plus calme que son frère aîné,
mais doté d'une intelligence qui impressionnait même les résidents les plus instruits du hameau, et le petit Isaac, qui venait juste de fêter ses 6 ans et s'accrochait toujours aux jupes de sa mère avec la dévotion farouche que seul un enfant cadet connaît. La communauté s'était rassemblée autour de la veuve, comme il était de coutume dans les hameaux, où la survie dépendait de l'entraide des voisins pendant les périodes de crise. Josiah Granby, propriétaire de la plus grande ferme du hameau et leader informel lorsque des disputes devaient être réglées, envoyait souvent ses fils adolescents aider Prudence pour les travaux lourds autour de sa modeste ferme. Son aide venait avec l'attente de reconnaissance et de déférence qui caractérisait la plupart des interactions entre les familles établies du hameau et celles qui dépendaient de leur bienveillance pour survivre. Méritable Stokes, la personne la plus proche que Cedar Hollow ait eue d'une matrone de la ville, veillait à ce que Prudence ne manque jamais de conserves ou de médicaments pendant les rudes mois d'hiver, lorsque la nourriture fraîche devenait rare et que des maladies bénignes pouvaient devenir mortelles sans des soins appropriés. La générosité de la femme plus âgée était légendaire dans tout le hameau, mais elle venait avec un prix. Elle s'attendait à connaître tous les détails de la vie de ses bénéficiaires, et ses questions s'immisçaient souvent dans des domaines que d'autres pourraient considérer comme des affaires privées familiales. Même le révérend Silas Corwin, dont les sermons de feu et de soufre pouvaient faire pleurer les hommes adultes de conviction et dont la connaissance théologique était respectée dans tout le territoire du Missouri, prenait soin de visiter régulièrement la cabane des Hoffman. Il s'assurait que les garçons recevaient une instruction religieuse adéquate et que leur mère maintenait les normes morales attendues d'une veuve chrétienne. Ces visites pastorales étaient perçues par la communauté comme une preuve de son engagement envers le bien-être spirituel de ses ouailles, bien que certaines des questions qu'il posait semblaient se concentrer davantage sur des affaires temporelles que sur des questions éternelles. À toute fin pratique, Prudence Hoffman était exactement ce que la communauté pionnière attendait de ces femmes. Travailleur acharné, dévote et entièrement dédiée à ses enfants. Elle entretenait une cabane impeccable, modèle pour les autres pionniers, cultivait les meilleurs légumes de Cedar Hollow en utilisant des techniques qu'elle prétendait avoir apprises de sa grand-mère, et pouvait coudre des plaies ou accoucher avec une égale compétence. Ces garçons étaient bien élevés et industrieux, le genre d'enfants qui faisait approuver d'autres parents et commentait leur bonne éducation malgré l'absence de la main directrice d'un père. Mais sous cette façade de respectabilité pionnière, des tensions bouillonnaient dans Cedar Hollow, comme l'eau dans une bouilloire prête à atteindre le point d'ébullition. Le hameau existait dans un équilibre précaire entre civilisation et nature sauvage, où des rancunes anciennes pouvaient couver pendant des années et où la parole d'un homme était littéralement son lien. Les disputes foncières qui auraient dû être réglées par les tribunaux territoriaux étaient souvent résolues par la pression de la communauté et une justice informelle. Les arrangements matrimoniaux qui paraissaient amicaux en surface cachèrent parfois des rancœurs amères et des obligations non remplies. Les questions de lignée et d'héritage avaient un poids qui pouvait déterminer si une famille prospérait ou périssait dans les dures forêts des Ozarks. En 1834, le Missouri traversait des douleurs de croissance qui affectaient même les communautés les plus éloignées comme Cedar Hollow. La récente guerre des Noirs Orques avait rendu les colons nerveux quant aux attaques indiennes, bien que les tribus locales aient depuis longtemps été poussées plus à l'ouest par l'avancée constante des colons blancs. Plus pressantes étaient les incertitudes économiques qui se propageaient à partir des tensions croissantes entre le Nord et le Sud sur l'esclavage et l'État, créant des divisions politiques qui pouvaient transformer des voisins en ennemis du jour au lendemain. La cabane des Hoffman était située à l'extrémité orientale de Cedar Hollow, là où les champs défrichés laissaient place à une forêt dense qui s'étendait sans interruption vers la frontière de l'Arkansas. C'était une structure modeste, faite de troncs d'arbres de hune, calfeutrée avec de l'argile et de la mousse, surmontée d'une cheminée en pierre que Samuel avait construite de ses propres mains,
en utilisant du calcaire extrait des falaises voisines. Deux petites fenêtres, leurs vitres étant un luxe dans le Missouri pionnier, permettaient à la lumière d'entrer dans la pièce principale, où la famille menait la plupart de ses activités quotidiennes. Les garçons dormaient dans un petit loft au-dessus de la pièce principale, accessible par une échelle en bois que Samuel avait fabriquée avec le même souci du détail qu'il mettait dans tout son travail. Derrière la cabane, une petite grange abritait leurs deux vaches et quelques poules, tandis que le jardin de Prudence s'étendait entre la maison et la forêt dans des rangées soignées qui démontraient son habileté à extraire de la nourriture du sol récalcitrant du Missouri. Un cellier creusé dans la colline derrière le jardin stockait les aliments conservés qui soutiendraient à la famille pendant les mois d'hiver, lorsque les produits frais devenaient impossibles à obtenir. Depuis Uruguay, sa fenêtre de cuisine, Prudence pouvait voir la plupart de Cedar Hollow s'étendant en contrebas. Le groupe de cabanes autour de la maison de réunion centrale qui servait de cœur à la communauté, les fermes plus grandes qui fournissaient la plupart des céréales et du bétail du hameau, et le réseau de chemins et de routes de chariots qui reliaient les habitations dispersées comme des artères portant la lifeblood du commerce et de la communication de la frontière. C'était une vue qui autrefois lui apportait du réconfort, observant ses voisins mener leur vie quotidienne, avec le rythme constant de l'existence à la frontière, qui marquait le passage des saisons et des années. La première tragédie frappa un matin de mars, lorsque la dernière glace de l'hiver céda enfin sous la chaleur insistante du printemps, et que les érables le long de la crête commençaient à montrer le léger voile vert qui promettait des jours plus chauds à venir. Thomas Hoffman s'était levé tôt pour vérifier les pièges à lapins qu'il maintenait le long de la crête, au-dessus de Cedar Hollow, une responsabilité qu'il avait prise au sérieux depuis la mort de son père, 3 ans plus tôt. À 12, il montrait déjà la nature stable et fiable qui faisait que les garçons de la frontière devenaient des hommes de confiance, capables d'assumer des tâches qui faisaient la différence entre la prospérité d'une famille et la famine. La matinée était claire et froide, avec une fine couche de gel recouvrant le sol et faisant crisser chaque pas sous les pieds comme marcher sur du verre brisé. Thomas s'était habillé rapidement dans l'obscurité avant l'aube, enfilant son manteau en laine et les bottes solides que sa mère avait achetées à un marchand itinérant l'automne précédent. Il portait le vieux couteau de chasse de son père à sa ceinture et un petit sac pour les lapins qu'il pourrait trouver dans les pièges. Bien que l'hiver ait été difficile et que le gibier se soit fait rare dans les Ozarks, Prudence pétrissait la pâte à pain à la table de sa cuisine lorsqu'elle entendit le tumulte. Des cris résonnèrent à travers la vallée, suivis du son urgent de la cloche de la maison de réunion qui servait d'alarme à la communauté pour les incendies, les accidents ou les attaques indiennes. Le bruit traversa le calme du matin comme une lame, envoyant chaque résident dans une panique vigilante que la vie à la frontière imposait. Lorsqu'il faisait face au danger, Prudence pouvait voir, à travers sa fenêtre de cuisine, des hommes courant vers la crête orientale. Leurs mouvements étaient urgents et déterminés, ce qui ne pouvait signifier qu'une seule chose. Quelqu'un était blessé, ou pire. Ce qu'ils trouvèrent au pied de Miller's Bluff entrait Cedar Hollow pendant des années, devenant le genre d'histoire que les mères utiliseraient pour effrayer les enfants, et que les hommes discuteraient à voix basse quand ils pensaient que les femmes n'écoutaient pas. Thomas Hoffman gisait brisé sur les rochers de calcaire aiguisés, à 20 mètres en dessous du sentier étroit qu'il avait parcouru en toute sécurité des centaines de fois auparavant. Son jeune corps tordu dans des angles qui témoignaient d'une force terrible et d'un impact soudain dévastateur. Le cou du garçon était plié dans un angle anormal. Son crâne écrasé contre les pierres qui dépassaient de la falaise, comme de vieilles dents laissées par une bête primitive. Le sang s'était accumulé sous sa tête, déjà coagulant dans l'air frais du matin et attirant les premières mouches du printemps. Ses yeux fixaient le ciel sans vie, reflétant le bleu pâle de l'aube d'une manière que plusieurs témoins dirent plus tard apparaître dans leurs cauchemars pendant des années. Josiah Grimby fut l'un des premiers à atteindre le corps du
Garçon, sa respiration haletante et son visage rouge montrant l'effort de courir à travers le terrain inégal qui menait au pied de la falaise. Plus tard, il dirait à quiconque lui demanderait que Thomas avait clairement glissé sur le calcaire humide. Un accident tragique, mais compréhensible pour quelqu'un marchant sur le sentier traître, dans l'obscurité avant l'aube. Le printemps avait rendu la roche glissante comme du verre, et même les chasseurs expérimentés perdaient parfois leurs pieds sur le sentier étroit qui serpentait le long du bord de la falaise comme une cicatrice sur le visage de la crête. Mais il y avait des détails sur la scène que Grimby ne partagea pas avec la communauté endeuillée. Des détails qui ne surgirent que bien plus tard, lorsque l'horreur de cette année commença à se déployer comme une fleur qui fleurit à l'envers. Les empreintes de Thomas dans la terre molle s'arrêtaient brusquement à 6 mètres du bord de la falaise, comme s'il avait été effrayé par quelque chose ou quelqu'un, et s'était retourné pour faire face à une menace qui venait de derrière. Plus inquiétant encore étaient les autres empreintes à proximité. Le motif distinctif de bottes à clous qui n'appartenaient à aucun membre de la famille Hoffmann. Des bottes qui laissaient des empreintes profondes, suggérant un homme d'un poids et d'une force considérables. Ce qui était le plus dérangeant de tout, c'était l'état des mains de Thomas. Ses articulations portaient des éraflures et des coupures qui suggéraient qu'il s'était battu contre quelqu'un ou quelque chose avant sa mort, et il y avait des blessures défensives sur ses avant-bras qui parlaient d'une lutte désespérée. Les pièges à lapins, qu'il était venu vérifier, pendaient sans être dérangés de leurs poteaux, l'appât toujours frais et les déclencheurs intacts, suggérant qu'il n'était jamais arrivé à sa destination prévue. Maitable Stokes arriva, à la cabane des Hoffmann, avant même que les hommes aient fini de descendre le corps de Thomas de la Crête, ses jupes boueuses d'avoir couru à travers le terrain accidenté, et ses cheveux habituellement parfaits et parsemés par le vent et l'effort. Elle trouva Prudence debout dans son seuil, comme une femme sculptée dans la pierre, son visage dépourvu de couleur, mais ses yeux brûlants d'une intensité qui fit même hésiter la pratique mitable. Il y avait quelque chose dans l'expression de Prudence qui allait au-delà du deuil, quelque chose qui semblait percer directement la vérité que d'autres ne pouvaient pas voir ou ne voulaient pas reconnaître. « Mon garçon !» murmura Prudence, sa voix à peine audible au-dessus des bruits de deuil qui résonnaient à travers la vallée comme les cris d'animaux blessés. « Ils ont tué mon garçon !» Les mots restèrent suspendus dans l'air entre les deux femmes comme une accusation que ni l'une ni l'autre ne pouvaient pleinement comprendre. Emhitable s'approcha pour réconforter la mère en deuil, ses bras tendus dans le geste de sympathie que les femmes de la frontière offraient les unes aux autres en période de perte. Mais Prudence s'éloigna de son étreinte, son mouvement brusque et soudain comme celui d'un animal acculé prêt à se battre. À ce moment-là, quelque chose de fondamental avait changé dans la compréhension du monde de la veuve. La façade soigneusement entretenue de la confiance communautaire et du soutien mutuel qu'il avait soutenu depuis la mort de Samuel commença à s'effondrer, dévoilant des vérités plus sombres qui se cachaient sous la surface paisible de Cedar Hollow, comme des racines empoisonnées croissant dans un sol contaminé. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard dans le petit cimetière derrière la maison de réunion, où les pierres tombales marquaient les tombes des pionniers qui avaient forgé leur vie dans la nature impitoyable des Ozarks et avaient payé le prix ultime pour leur détermination à bâtir quelque chose de durable dans ce coin reculé du Missouri. Le cimetière était situé sur une petite élévation qui offrait une vue imprenable sur toute la vallée. Sa clôture en fer entourait peut-être une vingtaine de tombes, représentant l'ampleur de l'histoire brève, mais tragique, de Cedar Hollow. Le révérend Silas Corwin prononça une éloge émouvante sur les promesses du garçon et les voies mystérieuses de la providence divine. Sa voix riche portait à travers les funérailles assemblées avec la cadence pratiquée de quelqu'un habitué à consoler les endeuillés. Il parla de l'industrie et de la fiabilité de Thomas, de son dévouement à sa mère et à ses frères, et de son avenir brillant qui avait été abruptement interrompu par ce que le ministre décrivit comme la volonté insondable du Tout-Puissant. Mais ces mots semblèrent glisser sur Prudence
comme l'eau sur du cuir huilé, ne parvenant pas à pénétrer la carapace de rage et de soupçon qui s'était formée autour de son deuil, comme une armure forgée dans les flammes de la fureur maternelle. Elle se tenait près de la petite tombe, Benjamin et Isaac serrés contre ses côtés, sa robe noire sévère contre l'herbe pâle du printemps, ses yeux scrutant les visages des endeuillés avec une attention qui fit plusieurs voisins se déplacer mal à l'aise sous son regard. Plus tard, ces mêmes voisins se souviendraient de la façon dont Prudence les avait observés pendant la cérémonie, comment son regard s'était attardé sur certains individus avec une intensité qui semblait cataloguer chaque expression, chaque geste, chaque signe de culpabilité ou de satisfaction qui pourrait trahir une connaissance cachée de la mort de son fils. À l'époque, ils attribuèrent son comportement à du deuil et du choc, la réponse naturelle d'une mère ayant perdu son aîné dans un accident insensé. Ce n'est que plus tard qu'ils comprendraient que Prudence Hoffman menait sa propre enquête, recueillant des preuves pour une affaire qui culminerait en acte de vengeance qui ébranlerait les fondations de Cedar Hollow et dévoilerait des Isatitu Suhail, secrets enfouis depuis plus d'une décennie. Les semaines qui suivirent l'enterrement de Thomas révélèrent de subtiles modifications dans le tissu social de Cedar Hollow, des changements qui seraient peut-être passés inaperçus par quiconque, moins observateurs qu'une mère en deuil, avec trop de temps pour réfléchir et se souvenir. Les rythmes de la vie pionnière continuaient inchangés en surface. Les hommes travaillaient leurs champs et s'occupaient de leur bétail. Les femmes géraient leur foyer et s'occupaient de leurs enfants. Et les enfants jouaient aux mêmes jeux que leurs parents avaient joués dans des endroits lointains avant de venir dans le Missouri pour bâtir de nouvelles vies. Mais sous cette façade de normalité, Prudence se surprenait à se rappeler des conversations et des incidents du passé, avec une clarté frappante, comme si la mort de Thomas avait aiguisé sa mémoire et révélé des schémas qui étaient restés cachés sous les préoccupations banales de la survie quotidienne. Elle se souvenait, par exemple, de la façon dont Josiah Grimby avait posé des questions particulières sur les habitudes de chasse de Thomas juste quelques semaines avant la mort du garçon. Des questions qui, à l'époque, semblaient n'être qu'un intérêt voisin innocent. Lors d'une conversation fin février, Grimby s'était arrêté à la cabane des Hoffman, sous prétexte de discuter de la plantation de printemps et du besoin de coopération communautaire pour défricher de nouveaux « champs ». Mais ces questions s'étaient rapidement orientées vers des sujets plus personnels. À quelle fréquence Thomas vérifiait-il ses pièges? Prenait-il toujours le même chemin pour monter à la crête? Avait-il l'habitude de marcher sur le sentier, dans l'obscurité, ou préférait-il attendre l'aube complète? À l'époque, Prudence avait supposé qu'il s'agissait simplement d'un intérêt de voisinage pour le développement du garçon, peut-être pensant lui offrir du travail pendant la saison des récoltes, lorsque des bras supplémentaires étaient toujours nécessaires. Mais maintenant, ces questions prenaient un tour plus sinistre, suggérant un niveau de planification et de préparation qui allait bien au-delà de la simple curiosité. Quelqu'un avait voulu des informations détaillées sur les habitudes et routines de Thomas, des informations qui pouvaient être utilisées pour prédire ses déplacements et créer des opportunités pour l'accident qui avait coûté la vie à son fils. La réalisation que la mort de son fils aurait pu être le résultat d'une planification minutieuse plutôt que d'une malchance aléatoire emplit Prudence d'une froide fureur qui brûlait plus intensément que son deuil. De même, elle commença à voir les visites fréquentes de Meetable Stokes sous un jour nouveau, se rappelant des détails qui semblaient anodins à l'époque, mais qui suggéraient maintenant un but plus calculé. La femme plus âgée avait toujours été généreuse de son temps et de son aide, apportant de la nourriture pendant les périodes difficiles et offrant de l'aide pour les tâches ménagères qui étaient un défi pour une femme gérant seule. Mais Prudence remarqua maintenant comment les yeux de Meetable s'attardaient sur les garçons pendant ces visites. Les étudiants avec une attention qui semblait aller au-delà de la simple préoccupation voisine. Il y avait aussi des questions. Des interrogations apparemment innocentes sur la santé du garçon, leur croissance, leur ressemblance avec leur père défunt.
Mayheit s'était particulièrement intéressé à l'histoire de la famille, demandant des informations sur les proches et les antécédents de Samuel d'une manière qui semblait une curiosité amicale à l'époque. Elle avait aussi fait des remarques apparemment désinvoltes sur les difficultés d'élever des garçons sans la guidance d'un père, et avait plusieurs fois suggéré que la communauté pourrait avoir besoin de jouer un rôle plus actif dans la surveillance de leur développement et de leur éducation. Même les visites pastorales du révérend Corwin commencèrent à paraître moins bienveillantes sous cette nouvelle analyse. Le ministre avait toujours montré un intérêt particulier pour les garçons Hoffman, louant leur intelligence et commentant leur bon caractère lors de ses visites régulières à la cabane. Mais maintenant, Prudence se souvenait que ces questions se concentraient souvent sur l'histoire familiale, les lignées et les circonstances de son mariage avec Samuel. Il avait montré un intérêt inhabituel pour le père de Samuel, le prédicateur itinérant qui avait officié lors des mariages et gardé des registres dans tout le territoire du Missouri avant de s'installer brièvement à Cedar Hollow pendant les premiers jours du peuplement. À l'époque, elle avait supposé que le ministre s'intéressait simplement au bien-être spirituel de ses ouailles, cherchant peut-être à comprendre les influences théologiques qui avaient façonné la foi de sa famille. Maintenant, elle se demandait s'il y avait des motivations plus profondes derrière sa curiosité, des motivations qui pourraient concerner des secrets et des registres qui pourraient menacer la respectabilité soigneusement construite des familles fondatrices de Cedar Hollow. La transformation dans la pensée de Prudence ne s'est pas produite du jour au lendemain. C'était un processus graduel, comme regarder le lever du soleil qui illumine lentement un paysage familier et révèle des éléments qui étaient cachés dans l'obscurité. À mesure qu'avril fondait en mai, elle se retrouva à prêter attention à des détails qui lui avaient échappé auparavant. Le timing des visites de ses voisins, les sujets qu'il choisissait de discuter, les questions qu'il posait sur les routines quotidiennes et les projets futurs de son fils. Par exemple, elle commença à remarquer que certaines personnes semblaient toujours apparaître juste avant ou après des événements importants dans la vie de sa famille. Lorsque Benjamin était tombé malade de la fièvre l'hiver précédent, Josiah Grimby était passé le lendemain matin, apparemment pour offrir de l'aide, mais passant la plupart de son temps à poser des questions détaillées sur l'état du garçon et ses perspectives de guérison. Lorsqu'Isaac avait commencé à assister aux séances d'école informelle que Mitable donnait aux plus jeunes enfants de Cedar Hollow, la femme plus âgée avait fait plusieurs visites spécifiquement pour discuter des progrès et du potentiel du garçon, des conversations qui semblaient désormais conçues pour recueillir des informations plutôt que pour fournir une éducation. Le plus inquiétant de tout étaient ses souvenirs en évolution du matin où Thomas mourut. Immédiatement après la tragédie, le deuil et le choc avaient obscurci ses souvenirs des heures avant l'aube, ne lui laissant que des impressions fragmentaires de sons et de mouvements qui pouvaient ou non avoir été significatifs. Mais à mesure que les semaines passaient, des détails commencèrent à émerger du brouillard de son traumatisme, comme des objets devenant visibles à mesure que les eaux de crue se retiraient. Elle se souvenait avoir entendu des voix dehors, dans l'obscurité avant l'aube, des voix qui semblaient anodines à l'époque, mais qui lui paraissaient maintenant significatives. La conversation était trop lointaine et étouffée pour qu'elle puisse distinguer des mots, mais elle se rappelait du ton urgent et conspirateur qui suggérait des gens discutant de plans qu'ils ne voulaient pas entendre. Elle se souvenait du bruit de pas sur le sentier menant vers la crête. Des pas qui étaient trop lourds et mesurés pour appartenir à son fils de 12 ans. Le plus inquiétant de tout était sa certitude grandissante d'avoir entendu la voix de Thomas juste avant l'aube, non pas depuis la direction de la crête où il était censé vérifier ses pièges, mais depuis un endroit beaucoup plus proche de la cabane. La voix avait semblé inquiète, peut-être même effrayée, comme s'il se disputait avec quelqu'un ou suppliait pour quelque chose. À l'époque, elle l'avait rejeté comme un rêve ou le produit de son imagination somnolente. Maintenant, elle se demandait si son fils avait été confronté et menacé avant d'être forcé de suivre ses tueurs
jusqu'à l'endroit où ils avaient prévu de simuler son accident. Début juin, Prudence avait développé ce qui ne pouvait être décrit que comme une approche systématique pour surveiller les habitants de Cedar Hollow. Un réseau de surveillance qui fonctionnait depuis sa fenêtre de cuisine et lors de promenades soigneusement chronométrées à travers le peuplement. Ces observations révélaient des schémas qui auraient échappé à un observateur occasionnel, mais qui étaient clairs comme de l'eau de roche, pour quelqu'un qui regardait avec l'intensité concentrée d'un prédateur étudiant une proie potentielle. Depuis son point de vue à l'extrémité orientale de la vallée, elle pouvait observer les routines quotidiennes de la plupart des habitants du peuplement alors qu'ils vaquaient à leurs occupations. Elle apprit à reconnaître la démarche et la posture distinctive de ses voisins de loin, pouvait les identifier par leurs vêtements et les outils qu'ils portaient, et commença à remarquer des schémas dans leurs déplacements qui suggéraient une coordination et une planification au-delà des interactions normales de la vie à la frontière. Josiah Granby, découvrit-elle, faisait fréquemment des excursions vers la crête orientale, où Thomas était mort, prenant souvent des sentiers qui le rapprochaient de la cabane des Hoffman à des moments où il n'avait aucune affaire légitime. Dans cette zone, ces visites semblaient toujours se produire quand Prudence était absente de chez elle, pendant ses courses hebdomadaires, au petit magasin général du peuplement, ou lorsqu'elle assistait aux réunions informelles de femmes, organisées par Meatable dans sa cabane les dimanches après-midi. Le timing de ces visites était trop constant pour être une coïncidence. Quelqu'un surveillait suffisamment de près la maison des Hoffman pour savoir quand elle serait inoccupée. Une information qui suggérait un niveau de surveillance bien au-delà de la simple conscience voisine. Prudence commença à varier délibérément ses routines, changeant les horaires de ses courses et de ses visites, pour voir si le comportement de Grimby s'ajusterait en conséquence. Lorsqu'il le fit, elle sut avec certitude que sa famille était surveillée par des gens qui avaient des plans précis pour ses enfants restants. Le comportement de Meatable Stokes était également suspect sous un examen minutieux. La femme plus âgée avait développé un besoin presque compulsif de connaître l'endroit et les activités de Benjamin et Isaac à tout moment, posant des questions détaillées sur leur routine quotidienne lors de ses visites fréquentes à la cabane des Hoffman. Ces questions étaient persistantes et spécifiques. Où les garçons aimaient-ils jouer? Quelles tâches les occupaient pendant la journée? Avaient-ils des endroits préférés dans les bois où ils pouvaient être seuls? S'aventuraient-ils loin de la cabane sans la connaissance de leur mère? Lorsque Prudence commença à donner des réponses vagues ou trompeuses à ces questions, elle remarqua que Meatable apparaissait souvent dans des endroits où elle avait prétendu que les garçons pourraient se trouver, comme si elle testait la précision des informations qu'elle avait reçues. À plusieurs reprises, Prudence observa la femme plus âgée errer dans des endroits où elle avait soi-disant vu les garçons jouer, son comportement suggérant quelqu'un cherchant des individus spécifiques, plutôt que simplement se promenant, agréablement dans la campagne. Les actions du révérend Corwin étaient peut-être les plus inquiétantes parce qu'elles étaient voilées d'une autorité religieuse et d'une préoccupation pastorale qui les rendaient difficiles à remettre en question ou à résister. Ces visites à la cabane des Hoffman avaient considérablement augmenté depuis la mort de Thomas, toujours sous prétexte de fournir un réconfort spirituel à la famille en deuil. Mais ces conversations tournaient invariablement vers des questions pratiques. L'éducation du garçon, leurs perspectives futures, les défis auxquels Prudence faisait face en les élevant seuls dans un environnement aussi dangereux et imprévisible. Il semblait particulièrement intéressé de savoir si elle avait pris des dispositions pour leur prise en charge, au cas où quelque chose lui arriverait, et si elle avait partagé des secrets ou des préoccupations familiales avec des amis ou des parents à l'extérieur de Cedar Hollow. Ces questions sur le père de Samuel et les registres que le vieux prédicateur avait conservés devinrent de plus en plus ciblés, comme s'il essayait de déterminer si des informations dangereuses avaient été transmises à travers la lignée familiale. L'accumulation de ces observations conduisit Prudence à une conclusion glaciale. Sa famille était systématiquement étudiée et évaluée par des gens ayant un agenda spécifique
qui nécessitaient une connaissance détaillée de leurs habitudes, de leurs faiblesses et de leur vulnérabilité potentielle. La réalisation que la mort de Thomas pourrait n'avoir été que le premier mouvement dans une campagne plus large contre sa famille la remplit d'une fureur froide qui brûlait plus intensément que toute émotion qu'elle avait jamais ressentie. Mais comprendre qu'elle était ciblée n'était que le début. Si elle voulait protéger Benjamin et Isaac, elle devait comprendre pourquoi sa famille avait été choisie et ce que ses ennemis espéraient accomplir en les détruisant. La réponse à cette question la poussa à creuser plus profondément dans l'histoire de Cedar Hollow et à découvrir des secrets qui avaient été soigneusement enterrés pendant des années sous des couches de respectabilité et de complicité mutuelle. Son enquête commença par des conversations apparemment innocentes avec certains des habitants les plus âgés du peuplement, des gens qui étaient à Cedar Hollow depuis sa fondation et qui pouvaient se souvenir d'événements et de relations que les plus jeunes avaient oubliées ou choisi de ne pas discuter. Elle aborda ces conversations avec la prudence subtile de quelqu'un qui comprenait que des questions directes éveilleraient des soupçons, laissant plutôt l'information émerger naturellement de discussions sur l'histoire et le développement du peuplement. Ce qu'elle apprit pendant ces conversations était profondément perturbant. Cedar Hollow, découvrit-elle, avait été fondé par 3 familles qui étaient arrivées du Kentucky au début des années 1820, les Grimby, les Stokes et les Corwin. Ces familles fondatrices s'étaient établies comme les leaders naturels du peuplement, contrôlant les meilleures terres et exerçant une influence considérable sur les décisions communautaires. D'autres familles, dont les Hoffman, avaient été accueillies tant qu'elles acceptaient leur position subordonnée et ne remettaient pas en cause la hiérarchie établie. Mais des tensions étaient apparues dès le début. Des tensions centrées sur des questions de légitimité et de lignée qui remontaient aux vies des premiers colons dans le Kentucky. Selon les histoires fragmentaires que Prudence réussit à rassembler à partir de conversations réticentes et de potins à moitié oubliés, il y avait eu des scandales et des disputes dans l'ancien pays que certains espéraient laisser derrière, eux, lorsqu'ils traversèrent le territoire du Missouri. Les histoires parlaient de mariages qui n'avaient peut-être pas été entièrement légaux, d'enfants dont la paternité était douteuse, de transferts de propriétés qui s'étaient déroulés dans des circonstances qui ne supportaient pas un examen minutieux. Certaines familles avaient fui le Kentucky devant la justice ou des créanciers en colère, tandis que d'autres cherchaient simplement un nouveau départ dans des endroits où leur passé ne les suivrait pas. Le Missouri des années 1820 avait été idéal pour de tels objectifs. Un vaste territoire où un homme pouvait revendiquer une nouvelle identité et bâtir une vie respectable sur la base de désastres passés. Mais les secrets ont une façon de suivre les gens, surtout lorsque ces secrets concernent des documents légaux et des registres officiels qui établissent des droits de propriété et des relations familiales. Le père de Samuel, le prédicateur, itinérant qui s'était brièvement installé à Cedar Hollow pendant les premiers jours du peuplement, avait été le genre d'homme qui gardait des registres méticuleux des mariages qu'il avait célébrés et des familles qu'il avait servies. Ces documents avaient apparemment été plus complets que certains des membres des familles fondatrices ne se sentaient à l'aise. Plus elle en apprenait sur ces vieux secrets, plus elle commençait à comprendre pourquoi certaines familles avaient connu des malchances mystérieuses au fil des ans. Ce n'était pas la malchance aléatoire qui avait causé la perte de tant d'enfants et la destruction de tant de foyers depuis la fondation de Cedar Hollow. C'était un effort systématique pour éliminer les lignées qui représentaient une menace pour le contrôle des familles fondatrices sur le peuplement et leur prétention à la légitimité et à la respectabilité. D'autres familles avaient perdu des enfants dans des accidents qui ressemblaient étrangement à la mort de Thomas. Des chutes de hauteur, des noyades dans des ruisseaux familiers, des maladies qui frappaient soudainement et mortellement malgré une santé antérieurement bonne. De jeunes hommes qui auraient pu grandir pour défier l'ordre établi étaient morts avant d'atteindre la maturité, tandis que de jeunes femmes qui auraient pu se marier
et fondé des familles avec des lignées dangereuses, étaient mortes de fièvre et de malchance qui les avaient éliminées du futur génétique du peuplement. Sa propre famille, réalisa-t-elle, représentait justement une telle menace. Samuel Hoffman était le fils d'un prédicateur qui avait célébré des mariages et conservé des registres qui auraient pu documenter certaines irrégularités que, les familles fondatrices préféraient garder cachées. Lorsque Samuel mourut, ces registres passèrent à Prudence, bien qu'elle n'ait jamais pris la peine de les examiner de près. Maintenant, elle comprenait que leur simple existence pouvait suffire à faire de sa famille une cible pour l'élimination. La décision de passer à l'action vint à Prudence lors d'une matinée étouffante de juillet, lorsqu'elle découvrit que Benjamin avait disparu de son lit et qu'Isaac se cachait dans la cave à légumes de la cabane. Son petit corps tremblait d'une terreur qu'il ne pouvait pas exprimer. Le garçon de 6 ans ne pouvait que murmurer des fragments sur de mauvais hommes venus pendant la nuit. Des voix à l'extérieur de la cabane qui l'avaient rempli d'une telle peur primitive qu'il s'était caché dans l'obscurité de l'espace de rangement jusqu'à ce que l'aube se lève sur les collines des Ozarks. La recherche de Benjamin occupa toute la matinée, avec chaque homme valide de Cedar Hollow, fouillant les bois et les ravins entourant le peuplement. Prudence rejoignit les groupes de recherche avec une désespoir qui frôlait la folie, appelant le nom de son fils jusqu'à ce que sa voix devienne rauque et que sa gorge brûle sous l'effort. Mais même en cherchant, elle remarqua comment certains membres de la communauté semblaient savoir exactement où chercher, comme s'ils avaient une connaissance particulière de l'endroit où un garçon disparu pourrait être trouvé. Benjamin fut découvert 3 heures après le lever du soleil par un groupe de recherche dirigé par Josiah Grimby. Trouvé inconscient au fond d'un vieux puits de mine à près de 3 kilomètres de la cabane des Hoffman. La mine abandonnée était un vestige des premières tentatives d'extraction de minerais de fer dans la région, son entrée partiellement dissimulée par des buissons et des troncs d'arbres tombés qui la rendaient invisible à quiconque ne connaissait pas son existence. Le garçon était vivant, mais gravement blessé, sa jambe gauche tordue dans un angle anormal et sa tête saignant d'une coupure qui laisserait une cicatrice permanente au-dessus de son oreille gauche. Comme son frère décédé, Thomas, Benjamin, affirma qu'il ne se souvenait de rien de la façon dont il était arrivé à l'endroit où il avait été trouvé. Il se rappelait être allé se coucher dans le loft au-dessus de la pièce principale de la cabane. Mais son souvenir le plus clair suivant était de s'être réveillé dans l'obscurité avec une douleur intense dans la jambe et du sang coulant sur son visage. Les heures entre ces deux souvenirs restaient blanches, comme si elles avaient été effacées de sa mémoire par un traumatisme ou une intervention délibérée. Mais contrairement à l'enquête sur la mort de Thomas, cet incident laissait des preuves physiques que même l'observateur le plus aveugle ne pouvait ignorer. Le chemisier de nuit de Benjamin était déchiré de manière à suggérer qu'il avait été traîné plutôt que d'être allé à la mine par ses propres moyens. Le tissu montrait des déchirures compatibles avec le fait d'avoir été traîné sur un sol rugueux et il y avait des taches qui ressemblaient fortement à du sang provenant de blessures survenues avant sa chute dans le puits. Ses pieds nus portaient des coupures et des abrasions compatibles avec le fait d'avoir été forcé de traverser un terrain rocheux sans chaussures, suggérant qu'il avait été porté ou traîné hors de la cabane tandis qu'il était inconscient, ou trop terrifié pour résister. Ce qui était le plus révélateur, c'étaient les brûlures de cordes autour de ses poignets, ce qui indiquait qu'il avait été lié à un moment donné pendant la nuit. Des preuves physiques qui transformaient cela d'un simple accident en un cas évident d'enlèvement et de tentative de meurtre. Le plus accablant de tout fut la découverte au fond du puits de mine d'une botte à clous qui correspondait aux empreintes trouvées près du site de la mort de Thomas. La botte était relativement neuve et montrait des signes d'usure récente, mais elle avait été endommagée dans la chute et portait des taches qui ressemblaient fortement à du sang. Lorsqu'on confronta Josiah Grimby à cette preuve, il prétendit avoir perdu la botte des semaines plus tôt en chassant dans la région, mais plusieurs témoins se souvenaient de l'avoir vu porter les 2 bottes
jusqu'à la veille de la disparition de Benjamin. L'accumulation des preuves convainquit même les membres les plus sceptiques de la communauté de Cedar Hollow qu'il se passait quelque chose de sinistre avec la famille Hoffman. Mais au lieu de se rallier au soutien de Prudence, le peuplement sembla se refermer contre elle, comme si les malheurs de sa famille étaient, d'une manière ou d'une autre, contagieux et pouvaient se propager à d'autres foyers si trop d'attention leur était portée. Cette conspiration de silence au sein de la communauté fut la dernière preuve dont Prudence avait besoin pour savoir que ses soupçons étaient fondés. Les familles fondatrices ne ciblaient pas seulement ses enfants. Elles avaient enrôlé tout le peuplement dans leur campagne de terreur à travers une combinaison d'intimidation, de corruption et de complicité partagée dans des crimes passés. Cedar Hollow n'était pas une communauté du tout. Elle réalisa que c'était une façade soigneusement construite pour cacher des décennies de meurtres systématiques et de corruption. La réalisation qu'elle se trouvait seule face à des ennemis qui contrôlaient chaque aspect de la vie à Cedar Hollow remplit Prudence d'une clarté de but qui brûla toutes les doutes et hésitations. Si la loi ne pouvait pas protéger des enfants restants, si ses voisins avaient choisi de prendre le parti de ses ennemis, alors elle devrait devenir elle-même juge, jury et bourreau. C'était un rôle qu'elle accepta avec la détermination sombre de quelqu'un qui comprenait que les demi-mesures ne feraient qu'augmenter le nombre de tombes dans le petit cimetière de Cedar Hollow. Son premier objectif fut Josiah Grimby, l'homme dont la botte avait été retrouvée sur le lieu de la tentative de meurtre de Benjamin, et dont le comportement avait montré une connaissance évidente des crimes qu'il ne devrait pas connaître. Prudence avait passé des semaines à étudier ses routines et ses habitudes, apprenant qu'il faisait des voyages solitaires pour vérifier son bétail chaque soir juste après le coucher du soleil, suivant des sentiers qui l'éloignaient du peuplement et loin des témoins potentiels. Lors d'une nuit humide à la fin du mois de juillet, lorsque l'air était lourd de humidité et que le son des insectes offrait une couverture naturelle pour ses déplacements, elle se posta le long du sentier qu'il prenait toujours de sa grange vers le pâturage éloigné où ses bovins broutaient. Elle portait le vieux fusil de chasse de Samuel, chargé d'une balle suffisamment puissante pour tuer un homme à bout portant, et des vêtements sombres qui la rendraient invisible dans l'ombre des chênes qui bordaient le sentier. La confrontation fut brève et décisive. Lorsque Grimby apparut sur le sentier familier, ses pas lourds annonçant son approche bien avant qu'il ne devienne visible dans la faible lumière, Prudence sortit de l'ombre, le fusil pointé sur sa poitrine. Pendant un instant, il se faisait face dans l'obscurité croissante, prédateur et proie dans un moment de terrible compréhension qui portait le poids de mois de guerre cachée. « Tu as tué mon Thomas », dit-elle, sa voix ferme malgré la rage qui menaçait de consumer sa pensée rationnelle. « Et tu as aussi essayé de tuer Benjamin ». La réponse de Grimby ne fut pas le déni qu'elle attendait, mais un sourire froid qui confirma chaque suspicion qu'elle avait nourrie sur la véritable nature des familles fondatrices de Cedar Hollow. « Tu pensais être plus maligne que les autres, hein, Prudence? Tu pensais pouvoir comprendre et faire quelque chose à ce sujet. » Son aveu décontracté de culpabilité la remplit d'une rage si pure qu'elle en ressentait une révélation divine. Mais elle se força à rester concentrée sur la collecte d'informations qui pourraient protéger ses enfants restants. Pourquoi? La question jaillit de sa gorge comme une blessure physique. Pourquoi mes enfants? Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Pour la même raison que nous avons traité tous les autres au fil des ans. Grimby répondit avec l'indifférence décontractée de quelqu'un qui parle de bétail ou de météo. Certaines lignées de sang sont trop dangereuses pour être laissées se perpétuer. Certains secrets sont trop importants pour risquer qu'ils soient révélés par la prochaine génération. Son aveu décontracté de plusieurs meurtres, au fil des années, remplit Prudence d'une fureur qui fit serrer son doigt sur la gâchette du fusil. Mais elle se força à écouter, car les informations qu'il dévoilait pourraient être la clé pour comprendre l'ampleur totale de la conspiration
qui avait coûté la vie à son fils aîné et failli tuer son second. Ton Samuel n'était pas le saint que tu pensais, Prudence. Pas plus que son père, le prédicateur, avant lui. Il savait des choses sur ce peuplement qui aurait pu détruire de bonnes familles, coûter à de bonnes personnes tout ce qu'elles avaient travaillé des années à bâtir. Nous ne pouvions pas laisser ce risque se perpétuer dans une autre génération. L'implication était claire. Ces enfants n'étaient pas seulement des victimes innocentes, mais des menaces potentielles qui devaient être éliminées avant qu'ils ne deviennent assez grands pour comprendre les secrets que leur lignée portait. La réalisation que Thomas, Benjamin et Isaac étaient en train d'être tués, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils pourraient un jour apprendre, remplit Prudence d'une rage si dévorante qu'il lui fallut toute sa volonté pour ne pas mettre fin immédiatement à la conversation d'un coup de fusil. « Quel secret » exigea-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais portant l'intensité d'un cri. Que pourraient bien savoir des enfants qui menaceraient à quelqu'un? Le rire de Grimby était un son dépourvu de toute chaleur humaine, le genre de bruit que les prédateurs pourraient faire en discutant de leur proie. « Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Samuel ne t'a jamais parlé des papiers que son père a laissés, des registres qu'il a gardés de chaque mariage, naissance et mort dans ce peuplement depuis le début. » La mention des papiers fit frissonner Prudence alors qu'elle se souvenait de la boîte en bois sous son lit qui contenait les effets personnels de Samuel. Elle n'avait jamais examiné son contenu de près, supposant qu'il s'agissait simplement de matériaux religieux et de souvenirs familiaux ayant une valeur sentimentale plutôt que pratique. Maintenant, elle comprenait que la boîte pourrait contenir des preuves de crimes que certaines familles tueraient pour garder cachés. Ces papiers pourraient pendre la moitié des hommes de ce peuplement, continua Grimby, sa voix prenant un ton de celui qui prend plaisir à expliquer sa supériorité à ceux qu'il considère inférieurs. Des mariages qui n'étaient pas légaux, des enfants nés des mauvais pères, des transferts de propriété qui se sont produits dans des circonstances que la loi pourrait trouver intéressantes. Le père de ton mari était trop minutieux pour son propre bien et trop honnête pour le nôtre. Le bruit du fusil résonna à travers Cedar Hollow, comme le tonnerre, annonçant l'arrivée d'une tempête qui avait mûri pendant des mois. Josiah Grimby tomba sur le sol avec un trou dans la poitrine de la taille d'un poing d'homme, son sang imbibant le sol du Missouri, tandis que ses yeux reflétaient la dernière lumière du jour comme des bassins d'eau stagnante. Prudence resta au-dessus de son corps pendant de longues minutes, regardant sa vie s'écouler et ressentant une satisfaction qui marquait la mort de toute innocence qu'elle avait conservée depuis le meurtre de Thomas. Le travail de dissimulation du crime nécessita une planification minutieuse et un effort physique qui épuisèrent ses forces jusqu'aux limites. Elle traîna le corps de Grimby jusqu'au bord du ravin qui bordait sa propriété, l'arrangeant de manière à suggérer qu'il était tombé en vérifiant sa clôture dans l'obscurité. Les bottes à clous qui avaient laissé des empreintes sur les deux scènes de crime, elle les enterra profondément dans les bois avec le fusil qu'elle avait utilisé pour le tuer. Lorsque, enfin, elle retourna à sa cabane, le ciel à l'est montrait déjà les premiers indices de l'aube, et elle ressentait la sombre satisfaction de quelqu'un qui venait de porter le premier coup dans une guerre qu'elle comptait bien gagner. Mais éliminer Josiah Grimby n'était que le début de la campagne de rétribution de Prudence. Tandis que la nouvelle de sa mort accidentelle envoyait des ondes de choc à travers les familles fondatrices de Cedar Hollow, elle préparait déjà son prochain coup contre les ennemis qui avaient déclaré la guerre à ses enfants. La découverte de son corps le matin suivant déclencha exactement la réponse communautaire qu'elle avait anticipée. Des expressions publiques de tristesse et de préoccupation qui cachaient à peine la peur et les soupçons qui infectaient désormais chaque interaction entre les habitants du peuplement. Itable Stokes fut la première à s'approcher directement de Prudence, arrivant à la cabane des Hoffman 3 jours après les funérailles de Grimby, avec le genre de sourire forcé qui ne trompait personne qui regardait de près ses yeux. La femme plus âgée apportait un panier de conserves
et du pain fraîchement cuit, accompagné d'une offre d'aider à s'occuper de Benjamin, toujours en convalescence. Mais son véritable but devint clair dès qu'elles furent seules dans la pièce principale de la cabane. « Ces temps ont été terribles pour tout le monde », dit Meatable, sa voix portant une sous-implication menaçante malgré sa surface de sympathie. « Tant d'accidents, tant de tragédies frappant notre paisible communauté. On pourrait commencer à se demander si quelqu'un ne cause pas délibérément ces malheurs. » Prudence soutint son regard de manière ferme, laissant sa propre fureur transparaître juste assez pour faire comprendre à l'autre femme exactement avec qui elle avait affaire. Le masque soigné de la veuve en deuil qu'elle avait porté pendant des mois commença à se fissurer, révélant quelque chose de bien plus dangereux en dessous. Les accidents ont une façon de trouver les gens qui les méritent, répondit-elle, sa voix portant des implications qui flottaient dans l'air entre elles comme de la fumée provenant d'un feu qu'on ne pouvait éteindre. Ne penses-tu pas? La conversation qui suivit fut une danse prudente d'accusations et de contre-accusations, les deux femmes parlant en euphémisme et en sous-entendu qui ne pourraient être répétés dans une cour de justice, mais qui ne laissaient aucun doute sur leur véritable signification. Lorsque Meatable quitta la cabane, les deux participantes comprirent que la guerre avait été officiellement déclarée entre elles et qu'une seule des deux survivrait au conflit, désormais inévitable. Prudence ne attendit pas que ses ennemis fassent le prochain mouvement. Dès ce soir-là, elle commença à mettre en œuvre le plan qu'elle avait développé depuis la mort de Grimby, un stratagème conçu pour éliminer les menaces restantes contre sa famille, tout en faisant en sorte que leur mort semble être le résultat de causes naturelles ou d'accidents véritables, attribués aux réalités dangereuses de la vie à la frontière. Meatable Stokes possédait une grande cave à racines sous sa cabane, où elle stockait les conserves et les légumes marinés qui l'avaient rendue célèbre dans tout le peuplement et lui avaient valu une réputation de l'une des femmes les plus industrielles et capables de Cedar Hollow. La cave était une excavation considérable qui s'étendait profondément dans la colline derrière sa maison. Ses murs étaient recouverts de pierres et son sol pavé de pierres plates qui fournissait un environnement frais et sec pour le stockage des aliments à long terme. La cave était accessible par une lourde porte en bois fixée dans le sol derrière la maison, verrouillée par un loquet en fer qui montrait des signes d'âge et d'usure après des années d'utilisation régulière. Le mécanisme du loquet posait des problèmes à Meatable depuis plusieurs mois, se bloquant lorsqu'elle tentait de l'ouvrir et parfois échouant à se verrouiller correctement quand elle le fermait. Plusieurs voisins lui avaient suggéré de le faire réparer avant qu'il ne cause des blessures, mais elle était trop occupée avec d'autres préoccupations pour traiter ce qui semblait être un inconvénient mineur. Lors d'une nuit sans lune au début d'août, lorsque les nuages couvraient les étoiles et que l'obscurité recouvrait Cedar Hollow comme un suaire funéraire, Prudence utilisa un pied de biche pour affaiblir le montage du loquet jusqu'à ce qu'il cède sous une pression modeste. Elle travailla avec soin et discrétion, ses mouvements guidés par des semaines d'observation minutieuse qui lui avaient appris exactement quand Meatable dormirait et quand les cabanes environnantes seraient inoccupées. Le sabotage était subtil mais efficace. Il était conçu pour créer une défaillance mécanique qui apparaîtrait comme le résultat naturel de l'âge et de la négligence plutôt que d'une interférence délibérée. Elle affaiblit les vis du montage juste assez pour s'assurer que le loquet échouerait lorsqu'il serait soumis au stress normal qu'il subit lors d'une utilisation régulière, mais pas de manière assez évidente pour que les enquêteurs suspectent une altération délibérée. Elle n'eut pas à attendre longtemps pour que son sabotage porte ses fruits. 3 jours plus tard, Meatable se rendit à la cave pour récupérer des conserves pour la réunion sociale de l'église, prévue pour le dimanche suivant, un événement qui rassemblerait la plupart des familles de Cedar Hollow pour un après-midi de fraternité et de liens communautaires. La femme plus âgée portait une lanterne pour éclairer son chemin dans l'obscurité avant l'aube, lorsque le loquet affaibli céda juste alors qu'elle descendait les raides marches en bois
menant aux profondeurs de la cave. L'accident se déroula exactement comme Prudence l'avait prévu. Le cri de Meatable résonna dans la nuit alors qu'elle tombait dans l'obscurité. Sa lanterne s'envola de ses mains et se brisa contre les murs de pierre dans une pluie de verre et d'huile enflammée. Son cou se brisa contre le sol de pierre avec un bruit que les voisins décriront plus tard comme dégoûtant. Un craquement humide qui parlait de fractures osseuses et d'une vie fauchée en un instant de violence. Terrible. L'accident était parfait dans sa simplicité et sa plausibilité. Tout le monde à Cedar Hollow savait que le loquet de la cave de Meatable lui posait des problèmes depuis des mois, et plusieurs personnes l'avaient vu lutter contre lui lors de visites récentes pour récupérer des provisions. Sa mort fut attribuée à une tragique combinaison de vieillesse, de mauvaise vue et de défaillance mécanique. Un genre de malheur qui pouvait arriver à n'importe qui dans une communauté de pionniers où les précautions de sécurité étaient souvent vues comme des luxes inutiles que peu de familles pouvaient se permettre. Mais le plus dangereux des ennemis de Prudence était aussi le plus difficile à éliminer, le révérend Silas Corwin. En tant que chef spirituel de la communauté, le ministre commandait un niveau de respect et de confiance qui rendait toute action directe contre lui extrêmement risquée. Sa position lui donnait accès à des informations et à une influence qui pouvait être utilisée pour retourner toute la communauté contre elle s'il choisissait de l'accuser publiquement de meurtre. Plus important encore, son autorité cléricale lui offrait des protections qui allaient bien au-delà des frontières de Cedar Hollow, avec des connexions aux hiérarchies religieuses et aux responsables territoriaux qui enquêteraient minutieusement si quoi que ce soit de suspect arrivait à un homme de Dieu. La confrontation qu'elle redoutait arriva un dimanche soir à la fin du mois d'août, lorsque la chaleur de l'été commençait enfin à céder la place aux premières touches d'automne, et que les feuilles des chênes commençaient à montrer des touches d'or et de rouge, promettant des jours plus frais à venir. Corwin apparut à la porte de sa cabane avec une expression qui mêlait une inquiétude pastorale à une menace à peine dissimulée. Sa froideur habituelle de prêtre se fissura juste assez pour révéler le pragmatiste impitoyable qui se cachait sous son extérieur spirituel. Benjamin dormait d'un sommeil agité dans le loft au-dessus de la pièce principale, toujours en convalescence après ses blessures et le traumatisme psychologique de sa proche mort. Le petit Isaac s'accrochait aux jupes de sa mère avec la peur instinctive d'un enfant qui perçoit le danger, même sans comprendre sa source ou sa nature. Le garçon était devenu de plus en plus dépendant depuis la disparition de son frère, comme s'il comprenait à un niveau primitif que sa famille était attaquée par des forces au-delà de sa compréhension. « Nous devons parler », dit Tsai Sis. Le ministre, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui est habitué à être obéi sans question, des événements récents et de l'avenir de votre famille dans notre communauté. La conversation qui suivit dura près de 2 heures et parcourut des décennies de l'histoire cachée de Cedar Hollow, révélant des couches de corruption et de conspiration qui allaient bien au-delà de tout ce que Prudence avait imaginé dans ses pires soupçons. Corwin révéla l'étendue complète de la conspiration qui avait façonné le développement du peuplement depuis sa fondation, confirmant ses pires craintes tout en ajoutant des détails qui rendaient la vérité encore plus horrifiante qu'elle ne l'avait osé croire. Les familles fondatrices, expliqua-t-il sur un ton factuel, ne fuyaient pas seulement des difficultés économiques lorsqu'elles quittèrent le Kentucky au début des années 1820. Elles fuyaient les conséquences de crimes incluant la fraude, la bigamie et plusieurs meurtres destinés à éliminer les témoins et les rivaux qui menaçaient leur plan de nouvelle vie dans le territoire du Missouri. Le vieux pays était devenu trop dangereux pour des gens comme nous, continua Corwin, sa voix prenant la cadence rythmée qu'il utilisait pendant ses sermons. Trop de questions, trop de gens qui se souvenaient de choses qu'il valait mieux oublier. Le Missouri offrait des opportunités pour des hommes de vision et de détermination, mais seulement si nous pouvions laisser nos passés derrière nous, définitivement. Cedar Hollow avait été fondé comme un refuge où ces fugitifs pouvaient
créer de nouvelles identités et bâtir des vies respectables sur les fondations des tombes de leurs victimes. L'isolement du peuplement et l'absence de forces de l'ordre efficaces dans le territoire du Missouri en faisaient un endroit idéal pour ceux qui avaient besoin de disparaître de leurs vies antérieures et de renaître sous une nouvelle forme. Le père de ton mari, continua Corwin, sa voix se durcissant, a gardé des registres qui auraient pu nous exposer tous. Des certificats de mariage, des registres de baptême, des transferts de propriété, des documents qui prouvaient qui nous étions vraiment et ce que nous avions fait pour en arriver là. Lorsque Samuel hérita de ces papiers, il devint une menace qu'il ne fallait pas laisser se perpétuer. L'implication était claire et dévastatrice. La mort de Samuel de la fièvre pulmonaire n'avait pas été le résultat de causes naturelles, mais d'un empoisonnement délibéré conçu pour ressembler à une maladie courante à la frontière, pouvant frapper n'importe qui sans avertissement. La révélation que son mari avait été assassiné remplit Prudence d'une rage si dévorante qu'il lui fallut tout son self-control pour ne pas attaquer le ministre à main nue. Mais Corwin n'avait pas terminé ses révélations. L'élimination systématique de ses enfants, expliqua-t-il avec un détachement clinique, faisait partie d'une campagne plus large pour effacer toutes les traces des lignées qui représentaient une menace pour la respectabilité soigneusement construite des familles fondatrices. D'autres familles avaient subi des pertes similaires au fil des années, leurs enfants mourant dans des accidents qui enlevaient des témoins potentiels et éliminaient des lignées génétiques porteurs de connaissances dangereuses. Thomas devenait trop curieux au sujet des papiers de son grand-père, dit le ministre, sa voix ne montrant aucun remords pour la mort de l'enfant. Benjamin montre les mêmes tendances intellectuelles, et le petit Isaac les développera probablement aussi s'il parvient à atteindre la maturité. Nous ne pouvons pas permettre que ce risque continue. La menace était explicite et immédiate. Soit Prudence se soumettait à l'autorité des familles fondatrices et leur permettait de disposer de Benjamin et Isaac discrètement, soit toute la communauté se retournerait contre elle à travers des accusations soigneusement orchestrées de sorcellerie et de meurtre, ce qui entraînerait son exécution et laisserait ses enfants sans défense contre leurs ennemis. « Tu as jusqu'à demain soir pour décider, » dit Corwin en se levant de sa chaise, l'expression satisfaite de celui qui croit détenir tous les atouts. « Amène les garçons à la maison de réunion après le coucher du soleil, et nous nous assurerons que leur mort soit rapide et merciful. Refuse, et nous nous assurerons que tout le territoire sache que Prudence Hoffman est une sorcière qui a tué ses voisins en lien avec le diable lui-même. » Mais le ministre avait fait une erreur cruciale qui allait se révéler être sa chute. En révélant l'ampleur complète de la conspiration contre sa famille, il avait aussi révélé l'endroit où les documents incriminants du père de Samuel étaient cachés, dans un compartiment secret sous l'autel de la maison de réunion, où ils avaient été stockés pour les préserver depuis la fondation du peuplement. Ces papiers, que Corwin avait accidentellement révélés, contenaient des preuves qui pouvaient détruire non seulement les familles fondatrices, mais aussi le réseau étendu de complices et de bénéficiaires qui avaient aidé à maintenir leur conspiration du silence pendant plus d'une décennie. Les documents comprenaient des registres détaillés de mariage, de naissance et de décès qui contredisaient les comptes rendus officiels, des transferts de propriété survenus dans des circonstances douteuses et de la correspondance révélant la véritable étendue de l'entreprise criminelle qui s'était déguisée en une communauté respectabilité à la frontière. Dès que Corwin quitta sa cabane, Prudence commença à se préparer pour ce qu'elle savait être la confrontation finale dans sa guerre contre les maîtres cachés de Cedar Hollow. Elle rassembla le couteau de chasse de Samuel, une bobine de St. Windant, corde, un petit contenant d'huile pour lampe, ainsi que de l'amadou et un silex pour allumer des feux. Si elle devait mourir demain soir, elle s'assurerait que la vérité sur les familles fondatrices de Cedar Hollow mourrait avec elle, mais pas avant qu'elle expose leurs crimes au monde d'une manière qui garantirait que leurs secrets ne puissent plus jamais être enfouis sous un vernis de respectabilité à la frontière.
Le lendemain passa avec une lenteur agonisante, alors que Prudence attendait le coucher du soleil et la confrontation qui déterminerait si ses enfants restants vivraient ou mourraient. Elle passa les heures à revoir chaque détail de son plan, vérifiant et revérifiant les quelques armes à sa disposition, et essayant de préparer Benjamin et Isaac à ce qui pourrait se passer si elle échouait à revenir de la maison de réunion ce soir-là. Les garçons ressentaient la tension qui remplissait leur mère, comme de l'électricité avant un orage, et ils se cramponnaient à elle avec l'intensité désespérée d'enfants qui comprenaient que leur monde allait changer de manière qu'ils ne pouvaient pas saisir. Benjamin, malgré sa jeunesse, montrait une maturité qui dépassait son âge, car il aidait sa mère dans les tâches ménagères et occupait le petit Isaac avec des jeux et des histoires qui détournaient le Sotwassetotso, jeune garçon de sa peur grandissante. Lorsque le soleil commença à se coucher sur les Ozarks du Missouri, peignant le ciel de la couleur du sang et projetant de longues ombres sur la façade paisible de Cedar Hollow, Prudence Hoffman se dirigea vers la maison de réunion avec la détermination calme de quelqu'un qui avait déjà accepté sa propre mort, mais refusait de se rendre sans infliger un terrible prix à ses ennemis. La maison de réunion se dressait en silhouette contre la lumière mourante, comme un monument à l'hypocrisie collective de Cedar Hollow, sa structure en bois simple masquant les sombres secrets qui avaient été dissimulés dans ses murs pendant plus d'une décennie. Alors que Prudence approchait du bâtiment, elle aperçut des ombres se déplacer derrière les fenêtres. Le révérend Corwin et ses alliés survivants se préparaient à ce qu'ils croyaient être l'élimination finale de la lignée des Hoffman et l'enterrement permanent des menaces contre leur nouvelle vie soigneusement construite. Mais Prudence n'était pas venue pour rendre ses enfants à leurs tueurs. Au contraire, elle était venue pour exposer la vérité sur les familles fondatrices de Cedar Hollow, d'une manière qui garantirait que leurs crimes ne puissent plus jamais être cachés sous un vernis de respectabilité et de vertu chrétienne. Elle entra dans la maison de réunion par la porte arrière, se déplaçant avec la discrétion silencieuse de quelqu'un qui avait passé des semaines à étudier la disposition et les vulnérabilités du bâtiment. La salle principale était vide, mais elle pouvait entendre des voix venant de la petite chambre derrière l'autel, où Corwin menait des séances de conseil privé et stockait les artefacts religieux et les archives du peuplement. Se déplaçant, avec précaution dans l'obscurité, guidée par une familiarité née des années de service du dimanche et de rassemblements communautaires, Prudence se dirigea vers l'autel et commença à chercher le compartiment secret que Corwin avait révélé par inadvertance lors de leur conversation. Ses doigts trouvèrent le loquet caché après plusieurs minutes d'exploration minutieuse et le panneau en bois se glissa de côté pour révéler une cavité remplie de documents représentant des décennies de preuves soigneusement préservées. Les papiers du père de Samuel étaient tous là, tels que Corwin les avait décrits. Des certificats de mariage, avec des dates falsifiées, des actes de propriété avec des signatures douteuses, des registres de baptême qui contredisaient les histoires familiales officielles, et des comptes rendus détaillés de meurtres déguisés en accidents ou en mort naturelle. Mais il y avait aussi d'autres documents, plus récents, qui documentaient l'expansion de la conspiration au-delà des familles fondatrices originales, pour inclure des complices dans tout le territoire du Missouri et au-delà. En examinant les documents à la faible lumière filtrant à travers les fenêtres de la maison de réunion, Prudence se rendit compte que la corruption de Cedar Hollow allait bien au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé dans ses pires moments de suspicion. Des fonctionnaires territoriaux, des juges de circuit, des agents fédéraux des terres et même des autorités religieuses avaient été achetés ou intimidés au silence par une conspiration qui éliminait systématiquement les menaces et les témoins depuis plus d'une décennie. Le bruit de pas approchant interrompit son examen des documents. Corwin et deux autres hommes entraient dans la salle principale de la maison de réunion, leur voix portant le ton confiant de ceux qui croyaient être sur le point de terminer une tâche qui assurerait leur sécurité pendant des années. « Madame Hoffman », appela Corwin, sa voix résonnant dans l'espace vide
avec l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi sans question. Je suppose que vous avez amené les garçons comme convenu. Plutôt que de répondre, Prudence alluma une mèche et toucha la flamme à l'huile de lampe qu'elle avait apportée. Le feu prit immédiatement, se répandant à travers le plancher en bois, avec une fin qui parlait des années de sécheresse et de braise accumulées. Alors que les flammes commençaient à grimper sur les murs et lécher les poutres du plafond avec une intensité croissante, elle se tenait dans la lumière grandissante, les papiers du père de Samuel serrés contre sa poitrine comme des preuves, dans un procès cosmique. « Ces documents !» cria-t-elle, sa voix portant clairement au-dessus du crépitement du feu, contiennent la vérité sur chaque famille de Cedar Hollow, chaque meurtre, chaque fraude, chaque crime que vous avez commis, pour protéger vos mensonges et bâtir vos fortunes sur les tombes de personnes innocentes. Les trois hommes se précipitèrent vers l'autel, mais le feu se propageant les força à reculer avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Le visage de Corwin, éclairé par les flammes dansantes, montrait un mélange de rage et de terreur, qui confirmait tout ce que Prudence avait soupçonné de sa véritable nature et de l'ampleur de son implication dans la conspiration qui avait façonné le développement de Cedar Hollow. « Vous détruisez des preuves qui pourraient pendre la moitié du territoire !» cria-t-il au-dessus du rugissement du feu. « Ces papiers protègent aussi bien des innocents que des coupables. » « Alors laissez Dieu les trier, » répondit Prudence, sa voix calme malgré la chaleur et la fumée qui commençaient à remplir le bâtiment et rendre la respiration difficile. Mes enfants étaient innocents aussi, mais cela ne vous a pas empêché de les tuer pour protéger vos secrets. Alors que le feu se propageait au-delà de tout espoir de contrôle, engloutissant la maison de réunion avec la même faim implacable qui avait poussé les familles fondatrices à tuer tous ceux qui menaçaient leur respectabilité. Soigneusement construite, Prudence fit son choix final. Plutôt que de fuir le bâtiment en flammes et de faire face à la rétribution certaine qui suivrait, elle resta à l'autel, les documents pressés contre sa poitrine. La vérité sur les familles fondatrices de Cedar Hollow mourrait avec elle, mais leur pouvoir de nuire à d'autres enfants innocents mourrait aussi. Les flammes qui consumaient les preuves de leurs crimes consumeraient également leur capacité à maintenir leur contrôle par le chantage et l'intimidation, les laissant exposés et vulnérables aux autorités territoriales qui enquêteraient inévitablement sur la destruction du centre religieux de toute une communauté. D'autres se retrouvèrent face à des accusations qui aboutirent finalement à l'emprisonnement ou à l'exécution. Alors que le réseau de conspiration qui les avait protégés pendant si longtemps commençait à se dénouer sous le regard des autorités, la respectabilité soigneusement construite, qui avait masqué leurs crimes pendant plus d'une décennie, s'effondra comme une maison construite sur du sable, les laissant exposés à la justice qu'ils avaient si longtemps évitée. Benjamin et Isaac Hoffman survécurent à la confrontation finale de leur mère avec les familles fondatrices de Cedar Hollow, élevés par des parents qui avaient appris la vérité sur la mort de leurs parents à travers l'enquête qui suivit. L'incendie de la maison de réunion, les garçons grandirent en sachant que leur mère avait sacrifié sa vie pour les protéger et pour exposer la vérité sur une conspiration qui avait coûté la vie à des dizaines de victimes au cours de Tytwanadasi. Plus d'une décennie, ils portaient avec eux la connaissance que Prudence Hoffman avait été à la fois victime et vengeresse. Une femme qui avait payé le prix ultime pour s'assurer que la mort de ses enfants ne serait pas oubliée et que leur meurtrier ne s'échapperait pas à la justice qui avait été si longtemps retardée. L'histoire du courage et du sacrifice de leur mère devint un héritage familial, transmis de génération en génération comme un rappel du prix payé pour leur survie. L'affaire de Prudence Hoffman devint le sujet de conversations murmurées dans tout le territoire du Missouri. Un conte de mise en garde sur le prix de la corruption et jusqu'où une mère ira pour protéger ses enfants de ceux qui voudraient leur nuire. Certains disaient qu'elle avait été poussée à la folie par le deuil et qu'elle avait imaginé la conspiration qui mena à sa confrontation fatale avec les dirigeants du peuplement.
D'autres insistaient sur le fait qu'elle avait été une héroïne qui avait exposé de vrais crimes au prix de sa propre vie. Une femme qui avait affronté des probabilités impossibles et qui avait choisi de mourir plutôt que de permettre que ses enfants soient tués par les mêmes personnes qui avaient tué leur père et leur frère. La vérité, comme cela arrive, souvent dans de tels cas, se trouvait quelque part entre ces extrêmes. Mais les preuves soutiennent davantage la dernière interprétation que la première. La vérité sur l'affaire Hoffman reste enterrée dans les archives territoriales que peu de chercheurs ont jamais examinées, cachées parmi des milliers d'autres documents de la période de la frontière du Missouri. Mais les preuves sont là pour ceux qui sont prêts à chercher. Témoignages de survivants, registres fonciers qui documentent le transfert systématique de terres des victimes vers les coupables, et les fragments partiels des papiers du père, de Samuel, qui ont miraculeusement survécu à l'incendie de la maison de réunion. Ce mystère nous montre que même dans les premières communautés américaines, la corruption et la conspiration pouvaient s'enraciner et prospérer dans les ombres de la justice de la frontière, protégées par l'isolement et l'absence de forces de l'ordre efficaces. L'histoire de Prudence Hoffman nous rappelle que parfois, la ligne entre justice et vengeance devient impossible à distinguer, surtout lorsque la loi elle-même a été corrompue par ceux qui étaient censés protéger les innocents. Colin Fonseca, pensez-vous? Croyez-vous que Prudence Hoffman était justifiée de prendre la loi en main? Ou le deuil l'a-t-il poussée à devenir le genre de tueuse contre lequel elle luttait? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos pensées sur ce sombre chapitre de l'histoire du territoire du Missouri. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez d'autres récits horrifiques comme celui-ci, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères. À bientôt dans la prochaine vidéo, où nous découvrirons un autre secret enfoui du passé ombragé de l'Amérique.